Privé de siège à Thanksgiving, ma mère m'a lancé, pas de place pour les déceptions. J'ai laissé une lettre à mon père, je sais pourquoi tu me détestes. La vérité a coupé le souffle à nos 23 proches. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, lors du grand repas de famille annuel de novembre, j'ai franchi la porte d'entrée avec la célèbre tarte aux noix de ma grand-mère dans les bras et j'ai découvert que ma chaise avait été retirée de la table. 23 parents y étaient assis. Personne n'a dit un mot. Ma mère m'a regardé et a dit, il n'y a pas de place pour les déceptions. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement posé une enveloppe dans l'assiette de mon père et j'ai dit, joyeuse fête de famille. Je comprends enfin pourquoi vous me détestez. Les résultats ADN à l'intérieur répondaient à des questions que je me posais depuis toujours. Mais ils soulevaient aussi une question plus grande, une question à laquelle personne dans cette pièce ne pouvait répondre. Le funérarium sentait le lys et la cire à parquet. Je suis arrivé 1 heure en avance, comme grand-mère Rose me l'avait toujours appris, être en avance, c'est être à l'heure. Être à l'heure, c'est être en retard. Je voulais aider à arranger les fleurs, accueillir les invités, faire quelque chose d'utile. Ma mère était déjà là, dirigeant le personnel des pompes funèbres comme un général commandant ses troupes. Camille. Elle n'a pas levé les yeux de son bloc-notes. Tu peux rester près de l'entrée. Accueille les gens à leur arrivée. J'ai pensé que je pourrais m'asseoir avec la famille. Le premier rang est pour la famille proche, les gens qui étaient proches de ta grand-mère. J'ai senti les mots atterrir comme une gifle. J'avais passé chaque dimanche après-midi avec grand-mère Rose ces 5 dernières années. C'est moi qui la conduisais à ses rendez-vous médicaux. C'est moi qui lui tenais la main quand l'infirmière des soins palliatifs expliquait ce que signifiaient les soins de confort. Maman, j'étais proche d'elle. Elle m'a enfin regardé. Cette expression familière, pas de la colère, pas de la déception, juste le néant, comme si elle regardait une étrangère dans le bus. Claire arrive de Lyon par avion. Elle a besoin d'espace. Tu comprends? J'ai compris. J'ai toujours compris. La cérémonie était belle. Ma sœur Claire a pleuré élégamment au premier rang, tamponnant ses yeux avec un mouchoir brodé pendant que notre mère la tenait. Je me tenais au fond près du livre d'or, regardant ma famille faire son deuil ensemble, sans moi. Après la cérémonie, les gens ont défilé pour présenter leurs condoléances. J'ai serré des mains, accepté les étreintes de parents éloignés qui ne se souvenaient pas vraiment de mon nom. Puis le notaire s'est approché de moi. Costume gris, yeux bienveillants, poignée de main ferme. Mademoiselle Simon, je suis maître David Moreau, le notaire de votre grand-mère. Elle a laissé quelque chose spécifiquement pour vous. Il marqua une pause. Mais j'aurai besoin de temps pour vérifier certains détails d'abord. Je vous recontacterai. Je l'ai regardé s'éloigner, les questions se multipliant dans mon esprit. Qu'est-ce que grand-mère Rose m'avait laissé et pourquoi cela nécessitait-il une vérification? Pour comprendre ce moment, vous devez savoir à quoi ressemblaient les 10 dernières années. J'avais 22 ans, en 3e année de licence à l'université régionale, double cursus langue étrangère et commerce. Major de promo, projet d'école de droit, un avenir. Puis ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein de stade 1. La réunion de famille fut brève. Papa était assis en bout de table. Maman à côté de lui, semblant fragile pour la première fois de ma vie. Claire avait 20 ans, en prépa médecine, déjà acceptée dans un programme accéléré. Quelqu'un doit rester à la maison et aider votre mère pendant le traitement, a dit papa. Claire ne peut pas interrompre ses études. La faculté de médecine n'attend pas, tout le monde m'a regardé. Je vais le faire, ai-je dit, parce que c'est ce que je faisais. J'ai dit oui. 2 ans de rendez-vous de chimiothérapie, de planning de radiothérapie, de préparation de repas que maman ne pouvait pas goûter. Nettoyer la salle de bain après qu'elle ait été malade, retenir ses cheveux en arrière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cheveux à retenir. Elle a complètement récupéré. Les médecins ont appelé ça une réussite. Quand j'ai demandé à retourner finir mon diplôme, papa a secoué la tête. Tu as 24 ans maintenant. À quoi bon? Trouve un travail. Aide à payer les factures. Claire a obtenu son diplôme de médecine 4 ans plus tard. La fête comptait 60 invités, un dîner traiteur, un toast au champagne. J'ai fait la vaisselle jusqu'à minuit. J'ai trouvé les albums photos de famille une fois, cherchant une photo de grand-mère Rose pour sa carte d'anniversaire.
Claire avait un livre entier dédié à ses réussites. Gala de danse, trophée de football, cérémonie de remise de diplôme. J'ai compté 3 photos de moi. Une photo de bébé, une de la maternelle, une floue à Noël où j'étais à moitié coupé par le cadre. J'ai interrogé grand-mère Rose à ce sujet une fois. Elle m'a tenu la main et a dit quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque: ta mère a un secret, ma chérie. Et tant qu'elle ne l'affrontera pas, elle continuera à te punir au lieu de se punir elle-même. J'aurais dû demander ce qu'elle voulait dire. Je ne l'ai pas fait. Il y a des questions dont on n'est pas prêt à entendre les réponses. 3 semaines avant ce fameux repas de famille, mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. Mademoiselle Simon, ici Maître Moreau, le notaire de votre grand-mère. Je me suis assise dans mon lit, le cœur s'emballant soudainement. Oui. Je m'excuse que cela ait pris si longtemps. Les instructions de votre grand-mère étaient très précises. L'enveloppe ne pouvait être remise que 6 mois après son décès. Elle voulait vous donner le temps de faire votre deuil avant d'affronter ce qu'il y a à l'intérieur. Il fit une pause. La période d'attente s'est terminée hier. J'ai tout prêt pour vous. 6 mois. Grand-mère Rose avait prévu même cela. Séparément de la succession. Le testament avait été lu il y a 2 mois. Maman avait eu la maison. Claire avait eu les bijoux et un fonds de placement. J'avais eu un service à thé vintage et un livre de recettes manuscrit. Ceux-ci étaient conservés dans un coffre privé. Elle a donné des instructions explicites pour que cela ne soit ouvert qu'après son décès et remis à vous personnellement. Je l'ai rencontré à son étude cet après-midi-là. L'enveloppe était épaisse, scellée à la cire rouge. L'écriture de ma grand-mère traversait le recto, pour Camille. Quand tu seras prête à connaître la vérité. Elle a aussi laissé un message, a dit Maître Moreau. Il lut une petite carte. Lis-le quand tu seras prête à affronter ce que je ne pouvais pas te dire de mon vivant. Je suis désolé que cela m'ait pris si longtemps. Je t'aime, Mamie Rose. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. Elle semblait lourde. Pas juste lourde de papier, mais lestée d'autre chose. Des secrets, des réponses, des choses que je n'étais pas sûr de vouloir savoir. A-t-elle dit ce qu'il y a à l'intérieur, ai-je demandé. Non, seulement que vous méritez la vérité. Je suis rentré chez moi avec l'enveloppe sur le siège passager comme une bombe qui pourrait exploser. Arrivé à mon appartement, je l'ai mise dans le tiroir de ma table de nuit. Je n'étais pas prête. Mais le grand repas de famille approchait et, d'une manière ou d'une autre, je savais que tout était sur le point de changer. Je ne savais juste pas à quel point. 5 jours avant le repas, ma mère a appelé. C'était inhabituel. Nous ne nous parlions pas au téléphone. Des SMS parfois, bref, fonctionnels, dîner de famille à 18 heures. Apporte un plat. Jamais de vraie conversation. Camille, sa voix était sèche. Efficace. Le repas de famille cette année est à la maison. Toute la famille, des 2 côtés. D'accord, je ferai la tarte aux noix de grand-mère Rose. Claire a une annonce à faire. Quelque chose de merveilleux. Une pause lourde de sens. Tout le monde vient. Tante, oncle, cousin, une vingtaine de personnes. C'est important. Savait ce qu'elle ne disait pas, ne nous embarrasse pas. Ne sois pas toi-même. Je serai là. Bien. Arrive 1 heure en avance. Quelqu'un doit t'aider à mettre la table. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je suis resté assise avec mon téléphone à la main, fixant le vide. Puis j'ai regardé le tiroir de ma table de nuit. L'enveloppe était toujours là, non ouverte. De quoi avais-je si peur? Je l'ai sorti, retourné dans mes mains. Le seau de cire rouge. L'écriture familière de grand-mère Rose. Quand tu seras prête à connaître la vérité. Étais-je prête? Le lendemain, j'ai découvert quelle était la merveilleuse annonce de Claire. Elle l'avait postée sur Instagram. Une photo d'elle berçant son ventre très arrondi, une suite d'émojis cœur, et la légende, bébé Rose Simon Dubois arrive d'un jour à l'autre. L'éclat du 3e trimestre est réel. Ma sœur parfaite allait avoir un bébé parfait avec son mari avocat parfait. La famille allait célébrer. Le champagne coulerait à flots. Ma mère pleurerait des larmes de joie. Et je serais là, invisible, à passer la purée. Quelque chose a bougé en moi.
Une fissure dans le mur que j'avais construit pour survivre. Peut-être était-il temps d'arrêter d'être invisible. Cette nuit-là, j'ai ouvert l'enveloppe. Mes mains tremblaient en brisant le seau de cire. À l'intérieur, une lettre manuscrite de 3 pages, un document plié avec l'entête d'un laboratoire médical, une photocopie de ce qui ressemblait à un acte de naissance, des parties noircies au marqueur. J'ai lu la lettre de grand-mère Rose en premier. Ma chérie Camille, je suis désolé. J'ai porté ce secret pendant 32 ans, et j'aurais dû te le dire plus tôt. J'avais peur. Peur de ce que cela ferait à notre famille, peur de perdre ta mère, peur de te blesser. Mais tu mérites la vérité. Tu n'es pas la fille biologique d'Henri. J'ai eu des soupçons pendant des années. La façon dont ta mère te regardait, pas avec amour, mais avec autre chose. De la culpabilité, peut-être. De la peur. Henri te regardait comme une étrangère qu'il n'arrivait pas tout à fait à situer. Je me disais que j'imaginais des choses. Il y a 2 ans, j'ai arrêté d'imaginer. J'ai pris des échantillons. Ta brosse à cheveux dans ma salle de bain, le verre d'eau d'Henri. Je les ai envoyés à un laboratoire privé. Les résultats sont joints. 0% de probabilité qu'Henri Simon soit ton père biologique. J'ai confronté ta mère. Elle m'a supplié de ne rien dire à personne. Elle a pleuré et a dit que si Henri l'apprenait, il la quitterait. Elle m'a fait promettre de garder le silence. J'ai tenu cette promesse de mon vivant, mais je ne te laisserai pas passer le reste de ta vie sans savoir qui tu es. Ta mère refuse de révéler l'identité de ton père biologique. J'ai essayé de trouver. Je n'ai pas pu. Ce secret, elle le garde au péril de sa vie. Je suis désolé de ne pas avoir été plus courageuse. Je suis désolé de l'avoir laissé te punir pour sa propre erreur. Tu ne méritais rien de tout cela. Je t'aime plus que tu ne le sais, grand-mère Rose. J'ai lu le rapport ADN 3 fois. Les chiffres devenaient flous à travers mes larmes. 0% de correspondance. 32 ans à être traitée comme une étrangère. Maintenant je savais pourquoi. Mais qui était mon vrai père? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise sur le sol de mon appartement, les papiers étalés autour de moi comme des preuves sur une scène de crime. Le rapport ADN, la lettre, l'acte de naissance avec ses sections noircies. Quelqu'un avait délibérément masqué le nom du père. Toute ma vie s'est réorganisée dans mon esprit. La façon dont ma mère tressaillait quand j'essayais de la serrer dans mes bras. La façon dont mon père regardait à travers moi comme si j'étais une fenêtre qu'il préférait garder fermée. La façon dont Claire obtenait tout, les frais de scolarité, les fêtes, les éloges, pendant que j'avais les restes. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas parce que j'avais échoué d'une manière ou d'une autre. C'était parce qu'à chaque fois qu'il me regardait, il voyait la preuve d'un mensonge. J'avais 2 choix. Me taire, replier les papiers dans l'enveloppe, me présenter au repas de famille, mettre la table, passer la sauce, être invisible, rester la déception de la famille, ne jamais savoir qui je suis vraiment, ou parler, tout risquer, perdre la famille que j'avais passé 32 ans à essayer de mériter. Mais finalement arrêter de m'excuser d'exister. J'ai pensé à ce que grand-mère Rose avait écrit. Tu ne méritais rien de tout cela. Pendant 32 ans, j'avais cru que j'étais brisé. Que si j'essayais juste plus fort, aimais plus, donnais plus, sacrifiais plus, un jour mes parents m'aimeraient en retour. Le rapport ADN disait ce que j'avais toujours ressenti mais ne pouvait pas prouver. Je n'allais jamais gagner. Le jeu était truqué depuis le début. J'ai photocopié les documents, mis les originaux dans mon coffre, glissé les copies dans une enveloppe neuve. Je n'allais pas à ce repas pour me venger. J'y allais pour des réponses. Et s'ils me poussaient, s'ils prouvaient une fois de plus que je n'avais pas ma place à leur table, alors je leur donnerais la vérité qu'ils cachaient depuis 32 ans. La vérité n'a pas besoin de permission. Elle a juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour la dire. Le matin du repas, froid et lumineux, le genre de journée de novembre qui semble jolie mais qui mord. Je me suis garé derrière la Mercedes blanche de ma sœur dans l'allée de nos parents. La maison ressemblait à une couverture de magazine, couronne sur la porte, citrouille sur le porche, une bannière bienvenue à la fenêtre. L'enveloppe était dans la poche de mon manteau. Je m'étais promis de ne pas l'utiliser à moins qu'il ne me force la main. Reste calme. Sois patiente. Donne-leur une dernière chance. Maman a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper.
Tu es en retard. Je suis 10 minutes en avance. J'avais dit 1 heure en avance. Claire est déjà à l'intérieur. Nous sommes en retard sur le planning. Elle s'est retournée et s'est éloignée, me laissant fermer la porte moi-même. La maison sentait la dinde rôtie et les bougies à la cannelle. 24 couverts encerclaient la table de salle à manger rallongée. Porcelaine blanche, verre en cristal, marque-place manuscrit à chaque siège. J'ai cherché le mien. J'ai fait le tour de la table 2 fois. Maman, où est ma place? Elle arrangeait les fleurs du centre de table, sans me regarder. On a manqué de place. Tu mangeras dans la cuisine après. Après? Après le repas principal, quand la famille aura fini? J'ai senti mon rythme cardiaque grimper. Reste calme. Il y a 24 sièges. Je compte 23 noms. Ma sœur est apparue dans l'encadrement de la porte, une main posée sur son ventre très enceinte. 8 mois de grossesse, et elle bougeait encore comme si elle possédait chaque pièce. Le dernier siège est pour bébé Simon Dubois. On a fait une petite carte pour l'annonce. Elle sourit. Mignon, non? J'ai regardé le marque-place. Lettre minuscule. Bébé Simon Dubois, arrivée imminente. Mon siège, ma place à la table familiale avait été donnée à un enfant à naître. Vous m'avez remplacé par quelqu'un qui n'existe pas encore. Le sourire de Claire vacilla. Ne sois pas dramatique. C'est juste symbolique. L'enveloppe semblait plus lourde dans ma poche. Une dernière chance, me suis-je dit. Donne-leur une dernière chance. J'ai suivi ma mère dans la cuisine, seule. La porte battante s'est refermée derrière nous. Maman, je dois te parler. Elle arrosait la volaille, le dos tourné. Pas maintenant, Camille. 32 ans. J'ai fait tout ce que tu as demandé. J'ai arrêté l'école pour prendre soin de toi, et tu ne peux pas me donner une chaise. Tu as arrêté parce que tu n'étais pas à la hauteur. Ne réécris pas l'histoire. Tu m'as demandé de rester. Papa a dit que Claire ne pouvait pas être interrompue. Claire avait un avenir. Elle s'est finalement retournée. Ses yeux étaient plats, froids. Tu avais un travail, aider cette famille. C'est à ça que tu étais bonne. Les mots ont frappé comme de l'eau glacée. Bonne à ça. Tu veux la vérité? Bien. Tu as toujours été différente. Difficile. J'ai essayé, Camille. Dieu sait que j'ai essayé de t'aimer comme j'aime ta sœur. Mais il y a quelque chose qui manque chez toi. Quelque chose de cassé. J'ai senti l'enveloppe contre ma poitrine. La vérité brûlait un trou dans mon manteau. Quelque chose qui manque chez moi, ai-je répété. Ou quelque chose que tu ne me dis pas? Son visage a changé juste une seconde, un éclair de peur avant que le masque ne revienne. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que si. La porte de la cuisine s'est ouverte. Mon père se tenait là, un verre de whisky à la main. Tout va bien? La voix de maman est devenue mielleuse. Très bien, chérie. Camille partait juste aider à accueillir les invités. J'ai regardé mon père, l'homme qui ne m'avait jamais serré dans ses bras, n'avait jamais dit qu'il était fier de moi, ne m'avait jamais regardé comme il regardait Claire. Bien sûr, ai-je dit. Je vais aller me tenir près de la porte comme la domestique. Je suis passé devant lui, je me suis arrêté, retourné. Joyeuse fête de famille, papa. Il n'a pas répondu. Il ne le faisait jamais. J'ai trouvé mon père dans son bureau 20 minutes plus tard. Il était assis dans son fauteuil en cuir près de la fenêtre, fixant le jardin où je jouais seul pendant que Claire invitait des amis. Son whisky était intact. Papa. Il ne s'est pas retourné. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Je n'ai pas de siège à table. Ta femme gère l'organisation, et tu es d'accord avec ça? Ta propre fille mangeant dans la cuisine comme une servante? Silence. Il fit tourner son verre. Les glaçons tintèrent contre le verre. Tu n'es pas, il s'arrêta. Je ne suis pas quoi? Il me regarda enfin et dans ses yeux j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Pas de la haine, pas de la déception, juste du vide. Comme regarder un mur où un tableau était accroché. Tu es la fille de ta mère, dit-il. Elle décide.
Je suis ta fille, aussi. Le silence s'étira si longtemps que je pouvais entendre l'horloge tic-taquer sur son bureau. Tu es la fille de ta mère, répéta-t-il. L'accent était différent cette fois. Un poids que je commençais seulement à comprendre. Papa, s'il y a quelque chose que je devrais savoir. Laisse tomber, Camille. Il se retourna vers la fenêtre. Aujourd'hui c'est pour Claire, pour le bébé. Ne cause pas de problème. Je n'ai jamais causé de problème. C'est la seule chose que je n'ai jamais faite. Alors ne commence pas maintenant. J'ai quitté son bureau avec une nouvelle certitude se cristallisant dans mes tripes. Mon père savait quelque chose. Peut-être pas tout, mais quelque chose. Et il avait choisi le silence plutôt que la vérité, le confort plutôt que l'honnêteté. Il m'avait regardé être traité comme une étrangère pendant 32 ans, et il n'avait jamais dit un mot. Ce n'était pas de la neutralité. C'était de la complicité. Les invités allaient bientôt arriver. Je pouvais entendre des portières de voitures claquer dans l'allée, des voix lançant des salutations festives. Une dernière chance, me suis-je dit. Ils étaient à court de chance. Tante Marguerite est arrivée à 14h15. Je l'ai vue par la fenêtre du salon. La sœur cadette de ma mère, celle qui m'envoyait des cartes d'anniversaire avec des mots manuscrits quand tout le monde oubliait. Elle avait 64 ans, mais bougeait comme quelqu'un de plus jeune, cheveux argentés coupés courts, des yeux bienveillants qui semblaient toujours voir plus qu'elle ne disait. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse sonner. Camille. Elle m'a attiré dans une étreinte, pas le genre bref et performatif que ma mère donnait, une vraie étreinte. Comment tu tiens le coup? Je vais bien. Ma chérie, j'ai demandé comment tu tiens le coup. Pas la réponse polie. Quelque chose dans ma poitrine s'est ouvert. Ils ne m'ont pas donné de siège à table. Sa mâchoire se serra. Bien sûr que non. Elle regarda derrière moi dans la maison vers l'endroit où ma mère tenait court dans le salon. Diane n'a pas changé. Elle ne changera jamais. J'ai baissé la voix. Tante Marguerite, avant que grand-mère Rose ne meure, t'a-t-elle déjà parlé de moi? De quelque chose d'inhabituel? Elle s'immobilisa, très immobile. Pourquoi demandes-tu? Le notaire m'a donné quelque chose de la part de grand-mère. Elle a dit que je mérite de connaître la vérité. Les yeux de tante Marguerite se fermèrent brièvement. Quand elle les rouvrit, ils étaient humides. Elle t'a envoyé les résultats, n'est-ce pas? Mon cœur s'arrêta. Tu sais. Je l'ai conduite au laboratoire. Sa voix était à peine un murmure maintenant. 2 ans avant sa mort, elle m'a fait promettre de ne rien dire à personne tant qu'elle n'était pas prête. Puis elle est tombée malade si vite. Et tante Marguerite, qui est mon vrai père? Je ne sais pas. Seule Diane le sait. Elle. Le agrippa mes mains. Mais quoi que tu prévois de faire, Camille, sois prudente. Ta mère a passé 32 ans à enterrer cela. Elle ne laissera pas ça remonter sans se battre. Je ne cherche pas la bagarre. Non. Elle étudia mon visage. Tu cherches la vérité. C'est plus dangereux. Tante Marguerite m'a tiré sur la véranda arrière, loin des invités qui arrivaient. L'air de novembre mordait à travers mon pull, mais je le remarquais à peine. Dis-moi tout. Elle frotta ses bras contre le froid. Ça a commencé il y a environ 3 ans, juste au moment où tu as commencé à lui rendre visite chaque dimanche. Elle avait enfin du temps seule avec toi, vraiment seule, et elle a remarqué des choses. La façon dont tu tressaillais en parlant de ta mère, la façon dont tu ne mentionnais jamais ton père avec chaleur. Elle a commencé à poser des questions. Je pensais que j'imaginais ça. Ce n'était pas le cas. La voix de tante Marguerite était douce. Rose a confronté Diane une fois il y a des années quand tu étais adolescente. Diane a tout nié, a hurlé sur sa propre mère, a dit que Rose essayait de détruire son mariage. Elles ne se sont pas parlé pendant 6 mois. Mais grand-mère n'a pas abandonné. Non, elle a attendu. Elle a observé. Et 2 ans avant de mourir, elle a décidé qu'elle avait besoin de preuves. Tante Marguerite m'a regardé. Elle m'a demandé de l'aider. Je ne voulais pas. Ça ressemblait à une trahison de faire ça dans le dos de ma propre sœur. Mais Rose a dit quelque chose que je ne pouvais pas contester. Quoi? Cet enfant a passé toute sa vie à être puni pour un péché qu'elle n'a pas commis.
Si je ne découvre pas la vérité, elle ne la saura jamais. Ma gorge se serra. Même après la mort, grand-mère Rose se battait encore pour moi. Nous avons obtenu les échantillons environ 18 mois avant son décès, a continué tante Marguerite. Des cheveux de ta brosse quand tu visitais. Le verre d'eau qu'Henri a utilisé lors d'un dîner de famille. Rose les a envoyés à un laboratoire privé. Quand les résultats sont revenus, elle voulait te le dire immédiatement. Mais ensuite elle a eu son diagnostic, et elle a eu peur. Peur de te laisser seule avec ce savoir pendant qu'elle mourait, alors elle a mis en place le délai avec le notaire. 0%. Elle hocha la tête. Rose a confronté Diane une dernière fois. Diane s'est effondrée, a supplié à genoux, a dit que si Henri la prenait, il la quitterait. Elle a dit que ça détruirait Claire. Elle a fait promettre à Rose d'emporter le secret dans sa tombe. Mais grand-mère ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas te laisser passer toute ta vie dans le noir. Tante Marguerite serra ma main. Elle t'aimait tellement, Camille, plus que tu ne le sais. À 15 heures, la maison était pleine. 23 parents entassés dans le salon et la salle à manger, remplissant l'espace de bavardage, de rire et du tintement des verres de l'apéritif. Des cousins que je voyais une fois par an. Des tantes qui m'embrassaient en l'air sans croiser mon regard. Des oncles qui m'appelaient Carole ou Céline avant d'être corrigés. Je me tenais près de la porte de la cuisine regardant ma famille célébrer sans moi. Mon père a tapoté son verre de vin avec une fourchette. La pièce est devenue silencieuse. Avant de nous asseoir, a-t-il dit, je veux dire à quel point je suis reconnaissant pour cette famille. Pour ma belle épouse Diane, qui a rendu ce repas possible. Pour notre fille Claire, qui nous rend fiers chaque jour. Il leva son verre vers ma sœur. Et pour mon futur petit enfant, que nous aimons déjà plus que les mots ne peuvent le dire. Aucune mention de moi, pas même un regard dans ma direction. Claire s'est levée, radieuse dans une robe crème qui mettait en valeur son ventre de femme enceinte. Son mari Marc a mis son bras autour d'elle. Merci à tous d'être ici, a-t-elle dit. Nous avons une annonce, bien que je sois sûr que la plupart d'entre vous l'ont déjà vue sur Instagram. Rire léger. Nous attendons une fille, prévue d'un jour à l'autre, et nous avons décidé de nommer le bébé Rose, d'après notre grand-mère. La salle a éclaté en applaudissements. Le sourire de ma mère a vacillé juste une seconde avant qu'elle n'essuie ce qui ressemblait à des larmes de joie. Tout le monde a serré Claire dans ses bras. Je suis resté figé. Il nommait le bébé d'après grand-mère Rose. J'ai observé le visage de ma mère attentivement. Elle n'était pas au courant. Claire l'avait probablement annoncé pour la surprendre, pensant que ce serait mignon. L'ironie était si épaisse que je pouvais m'étouffer avec. Ma mère était piégée. Elle ne pouvait pas s'opposer sans expliquer pourquoi, et elle ne pouvait pas expliquer pourquoi sans tout révéler. Pour une fois, l'inconscience de Claire avait acculé notre mère. Tante Marguerite a croisé mon regard à travers la pièce. Son expression disait, pas encore. Sois patiente. Mais la patience devenait de plus en plus difficile à chaque minute. Camille. La voix de ma mère a coupé le bruit. Les invités sont assis. Va à la cuisine et assure-toi que les plats de service sont prêts. Laisse les adultes profiter du repas. Laisse les adultes profiter du repas. J'avais 32 ans. Je dois faire une pause ici un instant parce que je sais que certains d'entre vous comprennent exactement ce que je ressens en ce moment. Avez-vous déjà été au bord d'un rassemblement familial en regardant tout le monde appartenir au groupe, en vous demandant pourquoi vous ne le pouviez jamais? Si c'est le cas, commentez je comprends ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parce que ce qui se passe ensuite change tout. Laissez-moi vous parler du toast. Le toast a commencé assez innocemment. Claire se tenait en bout de table, cidre pétillant à la main, pas d'alcool si près de son terme. L'éclat de la grossesse à son maximum. 23 visages la regardaient avec adoration. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la cuisine, torchon sur l'épaule comme un uniforme. Je veux remercier tout le monde d'être ici, a-t-elle commencé, surtout maman et papa qui ont tant sacrifié pour me donner toutes les opportunités. Les leçons de piano, l'école privée, le diplôme de médecine. Elle rit. Je sais que je n'ai pas coûté rien. Gloussement poli autour de la table. Et je veux saluer quelqu'un d'autre. Elle s'est tournée vers moi, mon cœur s'est soulevé pendant une stupide seconde d'espoir.
Ma sœur Camille, qui est restée à la maison quand maman était malade pour que je puisse poursuivre mes rêves. La salle a fait des bruits sympathiques. J'attendais la suite. La gratitude, la reconnaissance, quelque chose. Chaque famille qui réussit a besoin de quelqu'un qui reste derrière, a continué Claire. Quelqu'un pour garder le fort pendant que le reste d'entre nous décroche la lune. Camille est cette personne. Elle est notre fondation. Fondation. La chose sur laquelle les gens se tiennent, marchent, ne voient jamais. Alors, merci, Camille, d'être. Elle fit une pause, cherchant ses mots. Fiable, stable, tu sais, celle sur qui on peut compter. Plus de murmures d'approbation. Une tante hocha la tête sagement. Chaque famille a besoin d'une Camille. Claire leva son verre. À la famille. À la famille. Tout le monde fit écho. Je n'ai rien levé. Mes mains étaient pleines de plats de service que je portais quand elle a commencé son petit discours. Fiable, stable, pas intelligente, pas accomplie, pas aimée, juste utile. Ma mère a croisé mon regard et a souri. Le genre de sourire qui disait « Vois comme nous sommes généreux, de te mentionner tout court. » L'enveloppe dans ma poche semblait brûler à travers mon manteau. Pas encore, me suis-je dit, mais bientôt. Je me suis retiré à la cuisine pour recharger les plats. À travers l'entrebâillement de la porte, je pouvais entendre la conversation à table. Quel dommage pour Camille. C'était tante Béatrice, la cousine de ma mère venue de Paris. Diane m'a dit qu'elle ne pouvait tout simplement pas finir l'école. Une sorte de problème d'anxiété. J'ai entendu dire que c'était la motivation, ajouta une autre voix. Oncle Thomas. Certaines personnes ne sont juste pas faites pour les études. Elle est toujours célibataire, n'est-ce pas? La femme d'un cousin que je connaissais à peine. 32 ans et jamais mariée. Diane a dit qu'elle est trop difficile. Elle fait fuir les hommes. La voix de ma mère flottait au-dessus des autres. Douce comme du miel empoisonné. J'ai essayé de l'aider. Dieu sait que j'ai essayé, mais Camille a toujours été différente. Même enfant, il y avait quelque chose qui n'allait pas tout à fait. Je priais pour que ça lui passe en grandissant. Tu es une sainte, Diane, de gérer ça depuis tant d'années. On fait ce qu'on doit faire pour nos enfants, tous. J'ai appuyé mon dos contre le mur de la cuisine, les mains tremblantes. Elle avait construit ce récit depuis des décennies. La fille décevante, la difficile, celle qui n'arrivait pas à être à la hauteur. Ce n'était pas de la cruauté aléatoire. C'était une stratégie. Si jamais quelqu'un demandait pourquoi elle me traitait différemment, la réponse était déjà en place. Pauvre Diane, coincée avec une enfant si problématique. Pauvre Diane, qui essayait si fort, mais Camille ne voulait tout simplement pas coopérer. La vérité n'avait aucune chance contre une histoire aussi confortable, aussi pratique. J'ai pensé à tous les rassemblements familiaux où j'avais senti des yeux critiques sur moi. Toutes les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Tous les regards apitoyés de parents qui pensaient savoir qui j'étais. Ils ne me connaissaient pas. Ils connaissaient la version de moi selon ma mère. Et ce soir, cette version allait mourir. Après le plat principal, j'ai apporté la tarte aux noix de grand-mère Rose. J'avais passé des heures dessus, sa recette exacte, écrite à la main sur une fiche tachée par des décennies d'amour en cuisine. La croûte tressée était dorée. La garniture sentait la cannelle et la mémoire, et la seule personne de cette famille qui m'avait jamais aimé sans condition. Je l'ai posée sur la table. La conversation s'est arrêtée. Qu'est-ce que c'est? La voix de ma mère était tranchante. La tarte aux noix de grand-mère Rose, sa recette. Je n'ai pas mis ça au menu. J'ai pensé. Pour le bébé. Claire a dit qu'il l'appelle Rose. Ça semblait approprié. Le silence s'étira comme un souffle retenu. Claire échangea un regard avec ma mère. C'est gentil, dit Claire prudemment. Mais nous avons en fait un dessert d'un grand pâtissier. Un entremets au potimarron épicé. Il y a de la place pour les deux, ai-je dit. Ma mère s'est levée. Camille, ramène ça à la cuisine. Nous n'en avons pas besoin. C'est la recette de grand-mère. Elle me l'a apprise elle-même. J'ai dit, nous n'en avons pas besoin. Sa voix monta, les têtes se tournèrent.
Tu n'as pas de siège à cette table. Qu'est-ce qui te fait penser que ta tarte a sa place ici? Les mots ont atterri comme un coup physique. 23 visages me fixaient. Certains semblaient mal à l'aise. Certains semblaient curieux. Certains, ceux qui avaient entendu les histoires de ma mère, semblaient s'y attendre. Pourquoi n'ai-je pas de siège? Ma voix était calme, plus calme que je ne me sentais. Je suis ta fille. Le masque de ma mère a glissé. Juste pour une seconde, j'ai vu la vraie elle en dessous. Pas froide, mais terrifiée. Puis il s'est remis en place. Tu es une déception, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Tu as toujours été une déception, et il n'y a pas de place à cette table pour les déceptions. La salle est devenue silencieuse. Personne ne m'a défendu. Personne n'a dit un mot. Je suis resté là un long moment. La tarte dans mes mains, 23 paires d'yeux sur mon visage, quelque chose en moi, la chose qui m'avait fait taire pendant 32 ans, qui m'avait fait croire que si j'essayais juste plus fort, aimer plus, donner plus, il finirait par m'accepter. Cette chose s'est fissurée et est tombée. J'ai posé la tarte doucement sur la table. 32 ans, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. J'ai passé 32 ans à essayer de comprendre pourquoi vous me détestez. Pourquoi je ne pouvais jamais être assez bien. Pourquoi papa me regardait comme une étrangère. Pourquoi vous donniez tout à Claire et me donniez des miettes. Camille. La voix de mon père, un avertissement. J'ai arrêté l'école parce que vous me l'avez demandé. J'ai pris soin de toi pendant le cancer parce que tu avais besoin de moi. Je me suis présenté à chaque fête, chaque dîner, chaque événement où vous me traitiez comme la domestique. Et je n'ai jamais demandé pourquoi une seule fois. J'ai plongé la main dans ma poche de manteau. Grand-mère Rose a demandé. Elle voulait savoir pourquoi sa petite fille était punie pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Le visage de ma mère devint blanc. Elle a découvert. J'ai sorti l'enveloppe. Et elle s'est assurée que je le découvre aussi. Qu'est-ce que c'est? La voix de Claire était aiguë, nerveuse. J'ai marché jusqu'à la place de mon père en bout de table. Il a levé les yeux vers moi, cette même expression vide que j'avais vue toute ma vie, mais maintenant avec quelque chose de nouveau en dessous. La peur. J'ai placé l'enveloppe dans son assiette. Joyeuse fête de famille, papa. J'ai gardé ma voix stable. Je comprends enfin pourquoi tu me détestes. Parce que je ne suis pas ta fille. La salle a explosé, mais je n'avais pas fini. Les résultats ADN sont à l'intérieur. 0% de correspondance. Et la vraie question n'est pas qui est mon père. J'ai regardé ma mère. Les mains de mon père tremblaient alors qu'il ouvrait l'enveloppe. La salle s'était figée, fourchette suspendue, verre de vin oublié, 23 personnes retenant leur souffle. Quelque part, une horloge tic-taquait. La dinde refroidissait. Papa a sorti les papiers. Ses yeux parcouraient la page. J'ai regardé la couleur quitter son visage, commençant par son front et descendant comme une marée descendante. Qu'est-ce que c'est? Claire s'est levée. Papa, qu'est-ce que ça dit? Il n'a pas répondu. Il fixait juste le papier, les chiffres, le sceau du laboratoire qui rendait ça officiel. Henri. La voix de ma mère s'est brisée. Henri, écoute-moi. 0%. Sa voix était à peine un murmure. Probabilité de paternité, 0%. Des halètements autour de la table. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. La main de tante Béatrice a volé à sa bouche. C'est impossible, a dit Claire. C'est un faux. Camille a inventé ça pour attirer l'attention. Votre grand-mère l'a envoyé par l'intermédiaire de son notaire. J'ai dit. Les dossiers du laboratoire sont authentiques. Tante Marguerite était là quand elle a collecté les échantillons. Chaque tête s'est tournée vers tante Marguerite. Elle est restée très immobile, puis a lentement hoché la tête. Rose m'a fait promettre de ne rien dire tant qu'elle était en vie. Mais Camille mérite la vérité. C'est ridicule. Ma mère a claqué sa paume sur la table. Je ne vais pas rester assise ici et écouter des mensonges de ma propre fille. Ce ne sont pas des mensonges, Diane. La voix de mon père était creuse. Je savais. Pas tout, mais je me doutais depuis des années. La pièce est devenue complètement silencieuse.
Le visage de ma mère s'est tordu. D'abord le choc, puis la peur, puis quelque chose de plus sombre. Le masque qu'elle avait porté pendant 3 décennies s'effritait en temps réel. Je n'étais pas sûr, a continué papa. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai juste. Il m'a regardé pour la première fois. Vraiment regardé. Je ne voulais pas savoir. Alors, tu as choisi de me détester à la place, ai-je dit. Il n'avait pas de réponse. Ma mère a commencé à pleurer. Pas des larmes silencieuses, des sanglots théâtraux bruyants, le genre conçu pour attirer l'attention et la sympathie. Elle avait perfectionné cette technique pendant des décennies. Je l'avais vue déployer contre des médecins, des enseignants, des représentants du service client, quiconque osait la défier. Vous ne comprenez pas, elle s'agrippait à la nappe. Aucun de vous ne comprend ce que j'ai traversé. J'étais jeune. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. Une erreur que tu m'as fait payer, ai-je dit. Chaque jour de ma vie. J'ai essayé de t'aimer. Dieu sait que j'ai essayé. Elle regarda autour de la table, cherchant des alliés. Mais à chaque fois que je te regardais, je voyais ce que j'avais fait. C'était trop dur. Ne voyez-vous pas? Je suis la victime ici. Tante Marguerite s'est levée. Sa voix était stable et froide. Diane, tu as eu une liaison. Tu es tombée enceinte. Tu as menti à ton mari et l'as laissé élever l'enfant d'un autre homme. Et quand cet enfant est devenu un rappel quotidien de ta culpabilité, au lieu de gérer ça, tu l'as maltraité. Je n'ai jamais maltraité personne. Tu lui as refusé l'amour. Tu lui as refusé une place à ta table. Tu as dit à tout le monde qui voulait l'entendre qu'elle était brisée, difficile, une déception, pour que personne ne la croie jamais plus que toi. Murmure autour de la table, les gens remuant sur leur siège. Les cousins, tantes et oncles qui avaient passé des années à accepter la version des événements de ma mère voyaient les choses différemment maintenant. Ce n'est pas de la maltraitance, protesta Claire. Mais sa voix était incertaine. C'est juste. La dynamique familiale. Dynamique familiale. J'ai presque ri. Elle a volé mon enfance, mon éducation, mon estime de soi. Elle m'a transformé en fantôme dans ma propre maison. Et elle l'a fait exprès. Les sanglots de ma mère se sont intensifiés. Mais j'ai remarqué quelque chose. Personne ne la réconfortait. Pour la première fois en 32 ans, personne n'était de son côté. Mon père restait immobile. Le rapport ADN toujours dans ses mains. Papa. La voix de Claire tremblait. Papa, dis quelque chose. Ça ne change rien. Tu es toujours mon père. Camille est toujours. Quand as-tu su? Je l'ai coupé, le fixant. Quand as-tu eu tes premiers soupçons? Il resta silencieux un long moment. Toute la salle attendait. Tu avais 5 ans, a-t-il finalement dit. Tu es tombé de vélo, tu as eu besoin de points de suture. Le médecin a mentionné ton groupe sanguin. Au négatif. Diane et moi sommes tous les deux à positif. Il posa les papiers. J'ai vérifié. Ça ne devrait pas être possible. Tu savais depuis que j'avais 5 ans. Je ne savais pas. Je me doutais. Je me suis convaincu qu'il devait y avoir une explication. Il ne pouvait pas croiser mon regard. C'était plus facile de douter que de savoir avec certitude. Plus facile pour qui? Ma voix s'est brisée. Pour toi. Ce n'était pas plus facile pour moi. Je sais. Tu l'as regardé me traiter comme une moins que rien pendant 27 ans. Tu n'as jamais dit un mot. Tu ne m'as jamais protégé. Je sais. Tu m'as laissé croire que quelque chose n'allait pas chez moi. Que je n'étais pas assez bien. Que je ne méritais pas d'être aimé. Je sais. Sa voix se brisa. Je suis désolé. Est-ce pour ça que tu m'as choisi? La question est sortie avant que je puisse l'arrêter. Quand maman est tombée malade, tu m'as choisi pour abandonner mes études, pas Claire, parce que je n'étais pas vraiment la tienne. Il ne pouvait pas croiser mon regard. C'était une réponse suffisante. Je me disais que c'était pratique, dit-il doucement. La carrière de Claire était plus importante, mais au fond. Oui. Je l'ai protégée parce qu'elle était à moi. Je t'ai sacrifié parce que tu ne l'étais pas. L'honnêteté était brutale,
mais au moins c'était honnête. 2 mots plus tôt et maintenant cet aveu. 27 ans depuis qu'il avait soupçonné pour la première fois. 32 ans de ma vie. Et seulement maintenant il était vrai. Désolé ne me rend pas mon enfance. Désolé n'efface pas les nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir en me demandant ce que j'avais fait de mal. Désolé ne répare rien. Il m'a regardé enfin, pleinement, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Henri Simon, qui ne montrait jamais d'émotion, qui m'avait élevé avec une froide indifférence, pleurait. Je n'attends pas de pardon, a-t-il dit. Je voulais juste que tu saches que ce n'était jamais à propos de toi. C'était à propos de ma propre lâcheté. Tu méritais mieux. J'ai hoché la tête lentement. Oui, c'est vrai. Je me suis tourné vers ma mère. Les pleurs avaient cessé. Elle était assise rigide sur sa chaise, le mascara striant ses joues, semblant soudain plus vieille que ses 58 ans. Qui est mon père? Ne fais pas ça, murmura-t-elle. Camille, s'il te plaît. Tu me dois ça après tout. Dis-moi qui il est. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Sa mâchoire se serra. Cet éclat d'acier que je connaissais si bien. La Diane Simon qui obtenait toujours ce qu'elle voulait. Qui contrôlait chaque récit. Qui n'avait jamais perdu une bataille de sa vie. J'emporterai ce secret dans ma tombe. Pourquoi? Je me suis rapproché. Est-ce quelqu'un que je connais? Quelqu'un dans cette pièce? Des murmures parcoururent les invités. Les gens se regardaient nerveusement. Ne sois pas ridicule. Mais sa voix vacillait. Est-il en vie? Sait-il que j'existe? Suffit. Elle claqua ses mains sur la table. J'ai fait une erreur il y a 33 ans. J'ai payé pour ça chaque jour depuis. Je ne vais pas entraîner une autre personne dans ce désastre. Une autre personne? J'ai saisi le mot. Tu veux dire lui? Tu le protèges. Je protège tout le monde. Tu te protèges toi-même. Tu l'as toujours fait. Tante Marguerite prit la parole. Diane, la fille mérite de savoir qui est son père. Reste en dehors de ça, Marguerite. Tu as fait assez de dégâts. J'ai étudié le visage de ma mère. La peur, le défi, le désespoir. Elle ne cachait pas juste un nom. Elle cachait quelque chose de plus gros. Quelque chose qui rendrait cela pire. Bien, ai-je dit. Garde ton secret. Je le trouverai moi-même. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu ne peux pas. Je peux. Base de données ADN, site de généalogie, détective privé. D'une manière ou d'une autre, je saurai. J'ai ramassé la tarte de grand-mère Rose sur la table. Profitez de votre repas de famille. Je me suis tourné vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère, à peine un murmure. Si tu découvres, tu regretteras de l'avoir fait. Je ne me suis pas arrêté de marcher. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je veux savoir ce que vous en pensez. Qui croyez-vous qu'est mon vrai père? Quelqu'un avec qui ma mère travaillait? Quelqu'un de la famille? Commentez votre théorie ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Si vous êtes nouveau ici et que cette histoire vous tient en haleine, appuyez sur s'abonner et la cloche de notification parce que les retombées de ce repas, ça a tout changé. Laissez-moi vous parler des conséquences. J'ai marché vers la porte d'entrée, la tarte de grand-mère Rose dans les mains, 23 paires d'yeux dans mon dos. Claire m'a rattrapé dans le couloir. Camille, attends. Elle a attrapé mon bras. Son visage était taché, le mascara coulant. Tu ne peux pas juste partir. Tu as tout détruit. As-tu entendu ce que j'ai dit là-dedans à propos de l'ADN? J'ai entendu. Sa voix se brisa. Mais ça ne. Je veux dire, tu es toujours ma sœur, n'est-ce pas? On a grandi ensemble. Maman est toujours ta maman. Pendant un moment, j'ai vu quelque chose de réel dans ses yeux. La peur. La même peur avec laquelle j'avais vécu toute ma vie. La terreur de ne pas appartenir. Puis ça s'est durci en autre chose. C'était censé être ma journée spéciale. Et juste comme ça, le moment est gâché. Je me suis arrêté, tourné. Le visage parfait de ma sœur était rouge, paniqué.
Qu'est-ce que j'ai détruit exactement, Claire? Le repas? Le mariage de maman et papa? Ton annonce de grossesse? Sa voix monta. C'était censé être ma journée, et tu as tout ramené à toi. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des années. L'enfant doré, la fille parfaite, celle qui a eu tout ce qui m'était refusé. Tu as eu 32 ans de journée spéciale, ai-je dit doucement. Chaque fête d'anniversaire qui était plus grande que la mienne. Chaque réussite célébrée alors que la mienne était ignorée. Chaque fois que maman te regardait avec amour et me regardait avec rien. Ce n'est pas ma faute. Non, ce ne l'est pas. J'ai libéré mon bras. Mais tu en as profité. Tu ne t'es jamais demandé une seule fois pourquoi j'étais traité différemment. Tu ne m'as jamais défendu. Tu as juste accepté que tu méritais plus. Sa bouche s'ouvrit, se ferma. Aucun mot ne sortit. Je ne suis pas en colère contre toi, Claire. J'ai juste fini de faire semblant que nous sommes sœurs d'une manière qui compte. Nous partageons une mère. Nous partageons une femme qui t'aimait et me détestait. Ce n'est pas la même chose. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid de novembre s'est engouffré. Camille. La voix de Claire était petite maintenant. Est-ce que je te reverrai un jour? J'y ai considéré la question. 32 ans à être son ombre, son décor, son faire-valoir. Peut-être quand tu seras prête à me voir comme une personne au lieu d'un accessoire. Je suis sorti dans le froid. La porte s'est refermée derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand j'ai entendu des pas derrière moi. Tante Marguerite m'a rattrapé, légèrement essoufflé, son manteau déboutonné. Camille, attends, s'il te plaît. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Mes mains tremblaient de froid ou d'adrénaline. Je ne savais pas. Tu n'as pas à traverser ça toute seule. Elle a contourné pour me faire face, ses yeux bienveillants humides de larmes. Rose serait si fière de toi, te levant comme ça, disant la vérité. Je ne suis pas sûr que fier soit le bon mot. Ma voix vacillait. Je viens de faire exploser toute ma famille. Non, ma chérie. Ta mère l'a fait exploser il y a 32 ans. Tu as juste montré à tout le monde les décombres qu'elle cachait. Elle m'a attiré dans une étreinte et quelque chose s'est brisé en moi. J'ai pleuré. Vraiment pleuré pour la première fois ce soir-là. Pour la grand-mère qui m'aimait, pour l'enfance que je n'ai jamais eue. Pour la vérité qui faisait aussi mal qu'elle guérissait. Qu'est-ce que je fais maintenant, ah? Je chuchotais. Tante Marguerite s'est reculée et a cherché dans sa poche de manteau. Elle m'a tendu un papier plié. Rose voulait que tu aies ça. Elle allait te le donner elle-même, mais elle a manqué de temps. Je l'ai déplié. Un nom, une adresse, un numéro de téléphone. Qu'est-ce que c'est? Une détective privée spécialisée dans les recherches généalogiques. Rose avait déjà commencé le processus pour trouver ton père biologique. Elle marqua une pause. Elle a réduit la liste à 3 possibilités avant d'être trop malade pour continuer. 3. L'un est décédé en 2015. L'un vit en Europe, elle pointa l'adresse. L'un vit à 20 minutes d'ici. Mon cœur s'arrêta. 20 minutes. Il ne sait pas pour toi, dit doucement tante Marguerite. Mais si tu veux découvrir qui il est, cette femme peut t'aider. J'ai agrippé le papier comme une bouée de sauvetage. J'ai conduit pendant 1 heure avant de réaliser que je ne rentrais pas chez moi. L'autoroute s'étendait, sombre et vide. D'autres familles étaient à l'intérieur, au chaud, mangeant des restes de gâteaux, regardant la télé, des choses normales de jours fériés. Je conduisais à travers la nuit avec un morceau de papier brûlant un trou dans ma poche et la tarte de grand-mère Rose refroidissant lentement sur mon siège passager. Je me suis garé sur une aire de repos près de la limite du département. Le parking était vide à part quelques camions longue distance. J'ai coupé le moteur et me suis assise dans le silence. Toute ma vie, j'avais attendu que mes parents m'expliquent pourquoi ils ne m'aimaient pas. J'avais tout essayé. Être parfaite, être invisible, être utile. Rien n'a marché. Maintenant je savais que ça n'aurait jamais pu marcher. Je n'étais pas leur échec. J'étais leur secret, leur honte. À chaque fois qu'ils me regardaient, ils voyaient le mensonge au centre de leur mariage.
J'ai sorti mon téléphone et regardé le numéro sur le papier. La détective. La piste vers mon père biologique. Une partie de moi voulait appeler tout de suite, conduire chez lui, frapper à sa porte. Une autre partie était terrifiée. Et s'il était pire qu'Henri? Et s'il savait pour moi et s'en fichait? Et si le trouver me donnait juste un autre père qui ne voulait pas de moi? J'ai regardé le ciel à travers mon pare-brise. Les étoiles étaient brillantes ici, loin des lumières de la ville. Grand-mère, ai-je chuchoté. Qu'est-ce que je fais? Le vent s'est levé, berçant doucement ma voiture. J'ai pensé à ce qu'elle avait écrit dans sa lettre. Tu mérites de savoir qui tu es. Peut-être que c'était ça la réponse. Pas ce que je trouverais, mais qui je deviendrais en cherchant. J'ai rallumé la voiture. Je ne savais toujours pas où j'allais, mais pour la première fois, c'était moi qui conduisais. Une semaine après le repas, mon téléphone a vibré avec un texto de tante Marguerite. Ton père a demandé le divorce ce matin. Je pensais que tu devrais savoir. J'ai fixé le message pendant un long moment. 35 ans de mariage terminés par un dépôt au tribunal. Au cours des jours suivants, les mises à jour sont arrivées au compte-gouttes. Henri avait déménagé dans un hôtel en centre-ville. Il avait engagé un avocat, un bon. Apparemment, Diane prétendait que le test ADN était inadmissible, que je l'avais fabriqué pour attirer l'attention, qu'elle était victime d'une attaque coordonnée. Personne n'y croyait. La famille se divise, m'a dit tante Marguerite autour d'un café ce samedi-là. Béatrice a appelé pour s'excuser de toutes les choses qu'elle a dites sur toi au fil des ans. Elle dit qu'elle en est malade. Thomas veut déjeuner avec toi. Il dit qu'il t'a jugé injustement. Maintenant il me croit. Maintenant ils ne peuvent plus faire semblant. Elle remua son café. Ta mère m'a appelé 17 fois hier. Elle perd le contrôle du récit et elle ne sait pas comment fonctionner sans. Mon téléphone vibra à nouveau. Claire, le 7e appel cette semaine. J'ai laissé aller sur la messagerie, puis lu la transcription. Camille, s'il te plaît rappelle-moi. Je suis enceinte de 8 mois et mes parents divorcent et tu ne me parles pas. Ce stress n'est pas bon pour le bébé. Quoi que j'ai fait, je suis désolé. D'accord, juste s'il te plaît. Je l'ai effacé. C'est froid, observa tante Marguerite. Elle n'est pas désolée pour ce qu'elle a fait. Elle est désolée d'être inconfortable. J'ai rangé mon téléphone. Il y a une différence. Il y en a une. Tante Marguerite hocha lentement la tête. Et Henri? Il a appelé la librairie pour te chercher. Je sais. Vas-tu lui parler? J'y ai réfléchi. L'homme qui savait où se douter et a choisi le silence. L'homme qui m'a laissé souffrir pour protéger son propre confort. Éventuellement. Quand je serai prête. Si je l'étais jamais. 2 semaines après le repas, Henri m'a trouvé. Je rangeais des livres dans la section biographie quand j'ai entendu la clochette au-dessus de la porte. Quelque chose m'a fait lever les yeux. Il se tenait dans l'entrée, plus petit que dans mes souvenirs, plus vieux. Son manteau flottait sur ses épaules comme s'il avait perdu du poids. Camille. Sa voix était rauque. Peut-on parler? Je l'ai conduit au coin café au fond de la boutique. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à une petite table. 2 personnes qui avaient vécu dans la même maison pendant 18 ans et ne s'étaient jamais vraiment connues. Je ne vais pas chercher d'excuses, a-t-il commencé. Ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, c'était mal. Quand tu as eu des soupçons, ai-je dit, quand tu as douté pour la première fois que j'étais ta fille, qu'est-ce qui t'a empêché de vérifier pour de bon? Il fixa ses mains. La peur. Si je savais avec certitude, je devrais faire quelque chose. Quitter Diane. Déchirer la famille. Affronter ce que cela signifiait sur mon mariage. Alors, tu m'as puni à la place. Je me disais que non. Je me disais que je gardais juste mes distances, que j'étais juste. Il rit amèrement. Juste. Je me suis convaincu que te traiter comme une étrangère était juste. Ce ne l'était pas, je sais. Il leva les yeux vers moi, les yeux cernés de rouge. Tu étais une enfant, Camille. Tu n'as pas demandé à naître dans ce gâchis, et je t'ai fait porter le poids de ma propre lâcheté. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas du pardon, pas encore.
Peut-être jamais, mais quelque chose comme une reconnaissance. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, dit-il en cherchant dans sa veste. Après le repas, je ne pouvais pas dormir. J'ai fouillé dans de vieux cartons au garage. Des choses de quand Diane et moi nous sommes mariés. J'ai trouvé ces albums de travail du cabinet comptable. Il fit glisser une photographie sur la table. Un pique-nique d'entreprise, été 1992. Ma mère dans une robe d'été riant de quelque chose hors champ. Et à côté d'elle, sa main touchant presque son épaule, un jeune homme aux cheveux foncés et aux yeux bienveillants. Jacques Martin, a dit Henri. Il était comptable là-bas. Je me souviens avoir été jaloux de la fréquence à laquelle elle le mentionnait. Puis elle est tombée enceinte de toi et il a été muté et je me suis dit que j'étais paranoïaque. J'ai pris la photo et le monde a basculé. La photographie montrait un jeune homme en costume. Cheveux foncés, yeux bienveillants, un sourire qui semblait vaguement familier. Jacques Martin, a dit Henri. Il était comptable au cabinet où ta mère travaillait comme secrétaire. Ils étaient proches pendant environ un an avant qu'elle ne tombe enceinte de toi. Je ne pouvais m'arrêter de fixer la photo. Quelque chose dans les yeux, la forme de la mâchoire. C'est-il pour moi? Je ne pense pas. Il a été muté dans une autre entreprise avant que la grossesse de Diane ne se voie. D'après ce que j'ai trouvé, ils ne se sont plus jamais parlé. J'ai retourné la photo. Rien au dos. Pourquoi me donnes-tu ça? H. Henri resta silencieux un long moment. Parce que Rose avait raison. Tu mérites de savoir qui tu es. Et parce que... Il prit une respiration. Parce que c'est la seule chose que je peux te donner qui pourrait compter. J'ai pensé aux informations de la détective dans mon appartement. Les 3 possibilités. Un mort, un en Europe, un à 20 minutes. Où habite-t-il? Rue des Érables, à environ 15 minutes d'ici. La voix d'Henri était stable. Il a 62 ans, architecte retraité, jamais marié, pas d'autres enfants. Il marqua une pause. Je ne sais pas ce que ça signifie ou si ça signifie quelque chose. J'ai glissé la photo dans mon sac. Merci, ai-je dit. Pour ça. Je sais que ça ne rattrape rien. Non, en effet. Je me suis levé. Mais c'est un début. Il hocha la tête, acceptant cela. Je l'ai regardé s'éloigner dans l'après-midi d'hiver, plus petit que je ne l'avais jamais vu. Puis j'ai sorti la photo et je l'ai regardé à nouveau. Jacques Martin. Était-il mon père? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Un mois après le repas, mon 33e anniversaire est passé la semaine dernière. Tante Marguerite a fait un gâteau en forme de pile de livres. Et pour la première fois de mémoire, j'ai vraiment célébré. Je suis assise dans mon nouvel appartement, un studio au-dessus d'une boulangerie rue des Chênes, à 3 rue de chez Tante Marguerite. Les murs sont nus à part une photographie. Moi et grand-mère Rose à ma fête de 8 ans. La seule photo de mon enfance où je souris sincèrement. Les choses sont différentes maintenant. Je me suis inscrite à l'université, cours du soir 2 fois par semaine, administration des affaires. Le diplôme que je n'ai jamais pu finir. Mon professeur est plus jeune que moi. Je m'en fiche. La librairie m'a donné plus d'heures. La propriétaire, Madame Petit, m'a dit qu'elle avait toujours voulu me nommer directrice adjointe, mais pensait que je n'étais pas intéressé. Tu semblais si abattu, a-t-elle dit. Comme si tu ne croyais pas mériter plus. Elle avait raison. Je ne le croyais pas. J'apprends à le croire. Claire a eu son bébé la semaine dernière. Une fille. Ils l'ont nommée Rose comme il l'avait dit. Ma mère a appelé pour me le dire. Première fois qu'on se parlait depuis le repas. Ta nièce est née, a-t-elle dit, voix soigneusement neutre. Je pensais que tu voudrais savoir. Félicitations, ai-je dit. J'espère qu'elle est en bonne santé. Elle l'est. 3,3 kg. Claire veut que tu viennes la voir. J'y penserai, Camille. J'y penserai, maman. J'ai raccroché. Je ne me suis pas senti coupable. C'est nouveau pour moi. Le numéro de la détective est enregistré dans mon téléphone. J'ai appelé 3 fois maintenant. Elle a confirmé ce qu'Henri m'a dit. Jacques Martin, 62 ans, habite rue des Érables. Architecte retraité.
Pas de famille à lui. Je ne suis pas encore allé le voir. Certains jours, je pense que je suis prête. D'autres jours, la peur gagne. Mais je n'abandonne pas. Je prends juste mon temps. Pour la première fois de ma vie, j'ai tout le temps dont j'ai besoin. Personne ne me presse plus. Hier soir, j'ai relu la lettre de grand-mère Rose. Je l'ai lue tant de fois. Le papier est doux aux pliures. L'encre commence à s'effacer là où mes doigts l'ont le plus touché. Mais il y a une partie à laquelle je reviens sans cesse. Un post-scriptum que j'ai presque manqué la première fois, écrit en lettres plus petites au bas de la dernière page. PS. Camille, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu n'étais pas une erreur. Tu n'étais pas une punition. Tu n'étais pas quelque chose dont on devait avoir honte. Tu étais un miracle que j'ai eu la chance d'aimer pendant 30 ans. La personne la plus courageuse, la plus gentille et la plus résiliente que j'ai jamais connue. Pas en dépit de ce que tu as traversé, mais à cause de la façon dont tu y as survécu. Les choix de ta mère ne sont pas ton histoire. Sa honte n'est pas ton fardeau à porter. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'être aimée. Tu as le droit de prendre de la place dans une pièce sans t'excuser d'exister. Peu importe qui est ton père, où il ne te définit pas non plus. Tu es déjà entière. Tu l'as toujours été. Je suis désolé de ne pas avoir pu être là pour te voir t'élever. Mais je sais que tu le feras. Tu es né pour trouver ta vérité, mais ne la laisse pas te consumer. Vis, ma chérie. C'est la seule revanche qui compte. Tout mon amour pour toujours, grand-mère Rose. J'ai tenu la lettre contre ma poitrine et j'ai pleuré. Pas les larmes brisées et désespérées que j'avais pleuré tant de fois auparavant. Celle-ci était différente. Nettoyante comme la pluie après une sécheresse. Elle croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Elle me voyait quand tout le monde détournait le regard. Et même si elle est partie, je la sens avec moi dans cet appartement, dans mes choix, dans la vie que je suis enfin en train de construire pour moi-même. J'essaie, mamie, ai-je chuchoté. J'essaie vraiment. Quelque part, je sais qu'elle m'a entendu. Aujourd'hui, je suis assise à ma table de cuisine, ma table avec 4 chaises dans mon appartement, regardant mon téléphone. Il y a un SMS que je n'ai pas encore ouvert. Il est arrivé ce matin d'un numéro que je ne reconnais pas. Je sais déjà ce qu'il dit. La détective m'a dit que ça arrivait. Jacques Martin a découvert mon existence. Quelqu'un, probablement Henri, le lui a dit. Il a tendu la main via la détective demandant si je voulais le rencontrer. J'ai lu l'aperçu 50 fois. Bonjour Camille. Je ne sais pas si ceci est bienvenu, mais j'ai récemment appris que je pourrais être. Le reste est caché derrière la notification. Je n'ai pas encore glissé pour ouvrir. Tante Marguerite vient dîner ce soir. J'ai fait le bœuf braisé de grand-mère Rose, une autre recette du livre manuscrit. L'appartement sent le romarin et le foyer. Il y a une photo sur mon frigo maintenant. Moi et tante Marguerite à la librairie le jour où j'ai été promue directrice adjointe. Toutes les deux souriant comme des idiotes. J'ai 33 ans, je suis de nouveau étudiante. J'ai un travail qui me tient vraiment à cœur, une tante qui m'aime, et une grand-mère qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. J'ai des questions qui n'auront peut-être jamais de réponse. Une mère que je ne pardonnerai peut-être jamais, une sœur que je ne suis pas sûr de vouloir connaître, et un message sur mon téléphone d'un homme qui pourrait être mon père. Je l'ouvrirai finalement quand je serai prête, mais pas tout de suite. Tout de suite, j'ai un bœuf braisé à finir, une tante à serrer dans mes bras, une vie à vivre. Pour la première fois en 33 ans, je choisis ce qui se passe ensuite. Pas ma mère, pas Henri, pas un secret plus vieux que moi, juste moi, Camille Simon, qui que cela s'avère être. Je tiens enfin le stylo. Et c'est tout ce qui compte. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de mon histoire, j'espère que c'est ceci, vous ne devez pas votre silence aux gens qui vous ont blessé. Poser des limites n'est pas abandonner votre famille. C'est vous protéger vous-même. Et parfois la vérité fait mal, mais vivre un mensonge fait plus mal.